Bonjour Rose Savard, Bonjour. vous êtes le fondateur, directeur de Thinkestan, un think tank qui se spécialise sur l'Asie de l'Ouest et en particulier sur l'Iran. Vous êtes aussi membre de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions Je vous en prie. sur l'actualité extrêmement vive et tendue sur les relations avec l'Iran et les États-Unis. Donc dans un contexte depuis 15 jours de réchauffement des relations et des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran, comment, première question, comprenez-vous ce retour de paroles vives et de paroles diplomatiquement fortes des États-Unis à l'égard du régime iranien, un an après la suspension de la participation des États-Unis à l'accord nucléaire iranien, et comment analysez-vous la réaction en retour des Iraniens? C'est un conflit vraiment multi-acteurs, multi-éléments, si on peut le dire, mais on essaie de se focaliser sur le plus important. D'abord, par rapport aux Américains, le problème ou la réalité, c'est qu'il y a une absence d'une stratégie cohérente de l'administration de Donald Trump. Lui-même, il a une ligne très claire que je ne veux pas la guerre, je ne veux pas la dépense militaire, mettre de l'argent pour un conflit lointain. Il a dit plusieurs fois. Il a dit que je veux un nouveau deal sur l'accord nucléaire et je suis le roi de deal de l'accord dans le monde. Et du coup, il a tout l'intérêt à refaire un accord sur le programme nucléaire iranien dans son intérêt de la réélection, parce qu'il a beaucoup mis dessus depuis sa campagne. Donc il n'a pas du tout l'envie ni l'intérêt d'une confrontation très très dure. Toute sa stratégie, c'est de taper dur sur l'Iran pour les convaincre à refaire la négociation sur le programme nucléaire. Mais en même temps, au sein de la même administration, on a notre voie, notre stratégie quasiment idéologique vis-à-vis de l'Iran, incarnée par un certain John Bolton, qui cherche depuis au moins 2 décennies une confrontation militaire avec l'Iran, un regime change. Clairement, il a dit... il a même dit il y a quelques mois à Paris lors d'une manifestation. Et donc, il y a 2 lignes complètement contradictoires qui engendrent une absence d'une stratégie cohérente vis-à-vis de l'Iran de la part des États-Unis. En même temps, les Iraniens, ils n'ont pas eux-mêmes l'intérêt d'une confrontation directe ni avec les États-Unis ni avec leurs voisins. Ils évitent, mais en même temps, comme vous savez, quand il y a un accident quelque part dans un climat de haute tension, on ne peut pas éviter l'inévitable, c'est-à-dire une confrontation militaire. Du coup, on est dans une situation totalement incertaine, engendrée par un manque de la stratégie claire de la part des États-Unis, qui est une superpuissante très mêlée dans cette affaire. Et justement, en termes de stratégie globale américaine, donc vous notez cette absence de réflexion globale. Il y a un enjeu, pour le coup, global et très à court terme, qui est celui du pétrole. Quels peuvent être les effets très directs des nouvelles sanctions ou d'une nouvelle tension avec l'Iran sur l'ensemble de la production mondiale de pétrole? Donald Trump pense qu'en faisant la pression taper dur sur l'Iran, il peut réduire la production de pétrole iranien à zéro, pour convaincre les dirigeants iraniens à venir sur
autour de sa table, mais pas la table de la communauté internationale, mais autour de sa table pour faire un accord comme il veut. Mais c'est une naïveté à mon sens parce que il y a plusieurs éléments qui nous disent que non, c'est pas possible de réduire la production de l'Iran ni d'autres pays à zéro. On a vu même que Daesh a pu vendre son pétrole avec beaucoup de moyens souterrains, le marché noir, etc., etc. Le monde a besoin de pétrole aujourd'hui, malheureusement. Et l'Iran, après des années de sanctions, a beaucoup de moyens de contourner les sanctions internationales. Et dans cette situation, l'Iran a affirmé que si on n'arrive pas à vendre nos pétroles, on ne laisse pas les autres voisins de vendre le pétrole, parce que les États-Unis disent que on demande aux voisins de l'Iran, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et un peu l'Émirat, de compenser le manque de production iranien. Les Iraniens disent que non, on ne laisse pas les autres de vendre leur pétrole si on ne vend pas nous-mêmes. Et dans cette situation, il y a une confrontation, une possibilité de confrontation même militaire. Les Américains, ils ne peuvent pas laisser leurs alliés comme ça. Ils ont fait rentrer deux navires et bombardiers dans le golfe Persique, en l'occurrence le navire Abraham Lincoln, qui est immense, avec beaucoup de bombardiers. Les Iraniens ont pu arrêter certains pétroliers clients d'Émirats à faire sortir du golfe Persique, c'est-à-dire perturber le vent de pétrole de ses voisins. Et tout ça mène la situation à une circonstance assez incertaine dans laquelle quelque chose d'accidentel peut déclencher, malgré la volonté de tout le monde, même un désastre militaire, parce que ni les Saoudiens, ni les Émiratis, ni les Iraniens n'ont pas du tout intérêt à une confrontation militaire, parce que ça... surtout les Émiratis sont très 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 fragiles contre une perturbation économique dans leur région. Vous disiez à l'instant que les Iraniens n'avaient pas intérêt à la guerre, et je pense en particulier la société iranienne, l'opinion publique iranienne. Quel est aujourd'hui l'état justement de la société iranienne un an après le rétablissement des sanctions américaines? Est-ce que les conditions économiques et sociales pèsent lourd sur l'opinion, sur la population? Et si oui, est-ce qu'il y a des mouvements sociaux, des protestations contre aujourd'hui le régime iranien? Contre le régime iranien, non, mais contre la situation économique, oui. On a vu un sort de gilet jaune iranien il y a un an. Des manifestations qui a duré quelques semaines vis-à-vis la dégradation du niveau de vie en Iran. Parce que le président Rouhani a inventé beaucoup d'espoir, a beaucoup mis sur l'accord nucléaire. Il n'a pas vu les retombées, surtout économiques, même sous l'Obama. Et donc, il se trouve dans une situation économiquement très 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 compliquée. Tout n'est pas, selon beaucoup d'économistes, tout n'est pas à cause de la sortie des Américains de l'accord nucléaire. Il y a des problèmes internes aussi, le manque de pouvoir manager son économie en Iran, ça c'est un problème. Mais la situation économique est très très compliquée, délicate en Iran. Mais en même temps, il y a cette insatisfaction profonde et l'inquiétude de la société iranienne, mais à la fois les Iraniens sont très 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 attachés, comme beaucoup d'autres pays, à leur indépendance, leur souveraineté, et du coup
coup, cette menace des voisins du Sud réunit beaucoup d'Iraniens, malgré la situation économique, pour défendre son pays, le patrie. C'est pas très loin la guerre contre l'Irak, on connaît les conséquences. On a eu une fierté vis-à-vis de cette guerre parce qu'on a pu tenir le pays malgré le fait qu'on était tout seul. Mais en même temps, voilà, c'est compliqué, mais toujours un menace extérieur réunit un peuple autour du pouvoir actuel, principalement les Iraniens, très très attachés à leur indépendance. Il y aurait tant à dire, notamment sur les nouveaux équilibres internes au pouvoir au régime iranien. On sait que ce n'est pas un régime monolithique, il y a à l'intérieur différentes tendances, différents courants, différents corps qui constituent le pouvoir. Peut-être en un mot, vous avez à Finkelstein, je crois, publié récemment des études. Quel est l'équilibre? Est-ce que les conservateurs, ce qu'on appelle les conservateurs, ont repris du poids par rapport à la branche plus modérée, ou est-ce qu'on est dans une situation où les modérés restent encore, disons, en situation importante de pouvoir? Les modérés et les réformistes sont visiblement affaiblis, surtout après la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire, et les plus durs ont pris plus de pouvoir. On ne peut pas dire que c'est eux, pour l'instant, c'est eux qui mènent la politique internationale, régionale, internationale plutôt de l'Iran, mais quand même leur argument selon lesquels on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux, surtout aux Américains, prendre de plus en plus pouvoir chez l'opinion publique iranienne. Pourtant, en fait, la dernière initiative du président Rouhani de faire cet ultimatum, pour moi, serait la dernière action diplomatique de l'Iran et de Hassan Rouhani pour garder la main sur la diplomatie. Parce qu'il y avait beaucoup de critiques vis-à-vis de Rouhani, de son inaction après la sortie des Américains de l'accord nucléaire. Il a fait quelque chose pour montrer que je suis encore là, je peux faire quelque chose, je peux garder, respecter la fierté iranienne. Mais pour moi, c'est la dernière action diplomatique. Après, les plus durs, on a eu que le guide suprême a profité tout cet embrouille pour nommer un nouveau commandant-chef des gardiens de la Révolution, qui est au moins dans son apparence plus dure et offensive, à la tête des gardiens de la Révolution. Et par exemple, M. Zarif a dit que pour la sécurité du Golfe Persique et le détroit Hormuz, il faut voir avec les gardiens. On voit le rapport de force qui change, qui s'évolue en Iran, et j'espère que la diplomatie peut dire le dernier mot encore en Iran. Peut-être un dernier mot sur la façon dont nous, les Européens, et en particulier les Français, ont encore une carte à jouer, ou en tout cas une façon de ne pas tomber dans le piège de la tension, de ne pas prendre nécessairement le parti pris dur des États-Unis. Une élection aux Européennes arrive à la fin du mois, une nouvelle commission se chargera aussi d'être représentante des intérêts de l'Union européenne à l'étranger. Peut-être quelle pourrait être, selon vous, une diplomatie cohérente et raisonnée à l'égard de l'Iran dans les prochains mois? Les Européens savent très bien que leur diplomatie dépend absolument de l'accord nucléaire, parce que c'était la première fois que l'Europe prend une initiative en dehors de ses frontières en tant qu'un acteur majeur. L'Iran a fait entrer l'Europe en tant qu'un acteur indépendant pour être le garant de l'accord nucléaire. Et les Européens aussi ont peur que ce soit la première et la dernière initiative diplomatique européenne à l'international.
Et pour moi, honnêtement, c'est la volonté de Trump aussi. Dans le sens, dans son stratégie de l'unilatéralisme américaine, il ne veut pas un acteur comme l'Europe qui pèse sur les relations internationales. Et j'espère qu'après cette élection, les Européens ont conscience sur leur rôle très 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 important pour garder la paix internationale qu'on espère qu'on arrive à le garder. Et je pense que l'Europe peut jouer un rôle très important, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Ro pour ces précisions. À bientôt. À très bientôt.